Bonjour Frédéric. Bonjour Pitchy. Bah écoute, très heureux de te retrouver aujourd'hui pour le nouveau thème de l'image cette fois-ci. Je suis très heureux moi aussi de discuter avec toi sur ce nouveau thème. Bah écoute, avant de commencer, un petit retour quand même sur les résultats de l'externat. Comment ça s'est passé alors? Ma prépa, écoute, ça s'est vraiment très bien passé parce qu'on a fait 100% d'intégrés dans le top 11, très 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 content, très fier d'eux. De toute façon, pour ma part, quels que soient les résultats du moment qu'ils ont fait leur maximum, je suis fier d'eux et ils ont fait le maximum et ils intègrent de très belles écoles, donc très heureux. Bah, félicitations, on a vu qu'il y avait eu de très très belles Mm. performances, on est super content. Pour ce qui est du nouveau thème, on va y revenir juste après. Peut-être pour ceux qui nous rejoignent et qui ne te connaissent pas encore, te représenter rapidement. Oui, donc je suis Frédéric Bretéché, j'enseigne en classe préparatoire depuis maintenant de très nombreuses années. Je suis également attaché à Audencia parce que je suis responsable développement académique à Audencia. Et puis j'ai un peu partie liée avec les concours, puisque je suis concepteur et rapporteur de l'épreuve pour les ECT d'Audencia, et puis également concepteur et rapporteur de l'épreuve HEC EM Lyon. Donc voilà, j'ai un pied un peu partout. Un très beau CV. Alors pour commencer, évidemment, on va parler du thème de l'image. Et la première chose qui nous vient en tête quand on pense à l'image, c'est quand même à tout ce qui se passe actuellement avec les réseaux sociaux. Forcément, on pense même à Instagram. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, le thème de l'image, c'est un thème qui est très actuel? C'est un thème éminemment actuel. Enfin, ce serait difficile quand même de nier le fait qu'il soit très actuel. Il suffit de repenser, par exemple, à la tentative d'assassinat de Donald Trump, qui a donné lieu à toute une série d'images et de commentaires partout dans le monde. Donc, quand on dit que l'image a fait le tour du monde, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça s'inscrit absolument, absolument partout. Des images très fortes qui sont même décryptées. Ça veut dire que ça donne lieu à commentaires. Donc, bien sûr que l'image, c'est quelque chose d'extrêmement important dans nos vies. Régis Debray, dans un très joli essai qui l'intitule Vie et mort de l'image, parle de vidéosphère. Nous sommes entrés dans cette ère de la vidéosphère. L'image est partout, qu'elle soit mobile, immobile, elle est omniprésente sur tous les supports possibles. Donc oui, c'est un thème qui parle directement à notre quotidien, sans que pour autant il se réduise à notre quotidien, parce que c'est ça qui est vraiment très, très intéressant sur ce thème. Ce phénomène de la présence, voire de l'omniprésence d'une époque saturée d'images, ce n'est finalement pas si nouveau que cela. Ce qui s'est multiplié, ce sont les supports de l'image qui fait que l'image est vraiment omniprésente. Mais en fait, depuis que l'homme est l'homme, il a deux yeux qui fonctionnent plus ou moins bien. Bon voilà, mais enfin il a quand même deux yeux sur la rétine desquels se gravent des images qui sont stockées dans le cerveau. Donc ça veut dire que cette image, elle est là au quotidien, elle a rapport avec le regard et elle a rapport également avec le stockage de tout ce que l'on voit, c'est-à-dire que toute image devient rapidement une image mémorielle, quand bien même on ne s'en rend pas compte. Et ça, c'est un fait ancien. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement présent parce que cette même image que l'on a tendance souvent à associer au simple fait d'être plaqué sur un support, c'est également une image mentale, c'est quelque chose que l'on a gravé en nous, et ce, grosso modo, depuis qu'il y a, si on veut prendre un exemple vraiment très ancien, des peintures rupestres. Dans les cavernes, il y a des images, et ces images, en fait, ont quelque chose de quasiment testamentaire, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire c'est la preuve de quelque chose, une image. C'est la preuve d'une présence, non évidemment, et c'est la présence de l'homme et des animaux dans le monde préhistorique que l'on vient plaquer sur une surface de caverne. C'est la preuve d'un moment également passé. C'est parfois la trace de ce qui n'est plus. C'est la preuve d'un réel qui, ayant disparu, n'est plus réel, donc appartient à autre chose que le réel. Et là, tout à coup, l'image vient faire ressurgir une réalité perdue. Et là encore, chez les hommes préhistoriques, finalement, cet animal que l'on va chasser, c'est l'animal vivant avant qu'il ait été tué, et il y a cette trace de vie projetée pour toujours jusqu'à aujourd'hui sur les parois de
de ces cavernes. Et puis l'image, faut pas l'oublier non plus, hein, parce que le mot image, c'est imago en latin, et imago, c'est la forme, mais c'est également le masque mortuaire. C'est pour ça que je parle également de testamentaire. C'est un masque de cire qu'à Rome, les descendants du défunt pouvaient porter à l'occasion de ses funérailles. Donc c'est également la présence parmi les vivants de quelque chose qui n'est plus, d'un être qui n'est plus. Et de ce point de vue-là, cette image, puisque c'était surtout chez des hommes illustres, cette image illustre véritablement. On parle d'illustration, c'est-à-dire d'éclairage, mais oui, il y a quelque chose d'illustre dans l'image qui vient donner parfois du lustre, c'est-à-dire un éclairage particulier, mais parfois un suréclairage qui vient faire briller d'un peu plus fort quelque chose qui ne mérite sans doute pas d'être brillé, de briller. Alors là, bon, je pense immédiatement à certaines stars d'Insta ou de ce genre de choses qui brillent par le fait même qu'elles soient des images, ni plus ni moins, et ça les rend illustres véritablement. Ça met la lumière sur elles, mais ça met en lumière. L'image met en lumière, et c'était déjà le cas d'un point de vue religieux, ça l'est d'un point de vue politique, ça l'est d'un point de vue aujourd'hui économique quand on pense à la publicité. Donc oui, c'est quelque chose d'extrêmement actuel, pour faire un peu le tour, un tour un peu long de ma réponse. C'est extrêmement actuel parce que c'est sur nos écrans, donc c'est évidemment quelque chose qui est à l'extérieur, que l'on voit partout, mais c'est également dans nos vies et dans nos vies les plus intimes. Ouais, bien sûr. J'aime beaucoup cette conception un peu dont tu parles, cette conception un peu subjective. Ça me rappelle aussi Godard qui nous disait justement ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. Et ça fait potentiellement écho aussi à ce que tu disais avec Instagram et les influenceurs. Alors, est-ce que l'image, c'est juste une surface ou est-ce qu'il y a réellement de la profondeur aussi dans l'image ? Poser la question ainsi, ça revient à poser en fait la question du rapport dans l'image du visible et de l'invisible. Si on veut prendre un petit peu de champ sur la surface ou sur la profondeur, et derrière cette dialectique de la surface, de la profondeur, se cache évidemment une forme de suspicion. Si on pose la question de savoir s'il y a une profondeur à l'image, c'est qu'on peut la suspecter de n'en avoir pas. Évidemment. Mais l'image, en gros, a-t-elle autant de valeur qu'un écrit, qu'une parole écrite, ou alors encore l'image participe-t-elle de la pensée? Y a-t-il une image pensante ou alors une pensée imageante? Bon. Donc c'est vrai que la question se pose. Il y a un vrai dialogue entre l'extérieur et l'intérieur, entre le visible, invisible, entre la surface et la profondeur. Bon, assurément, il y a des images pauvres. Si on veut regarder les choses un peu ainsi, en dialectique entre richesse et pauvreté, il y a des images pauvres. Et une image pauvre, c'est une image qui ne renvoie qu'à elle-même, provoquerait une forme de sidération qui interdirait toute forme de pensée, et s'appliquant tellement rapidement à nos esprits, d'ailleurs c'est un peu la critique que Gusdorff fait à l'image, s'imposant directement à notre esprit, figerait notre pensée. Alors de ce point de vue-là, elle serait forte, mais pas pour autant riche, parce qu'elle est tellement simplificatrice qu'elle empêche toute forme de nuance et s'imposant devient quasiment dictatoriale. Et ce n'est pas étonnant si l'une des premières choses qu'un régime dictatorial fait, c'est d'utiliser l'image. Bon, elle va travailler l'image. Donc il y a ce risque effectivement que l'image se substitue à la pensée et entraîne des mécanismes quasiment pavloviens de image-réaction, enfin action-réaction, anesthésiant toute forme d'imaginaire, se substituant à ce même imaginaire intime pour remplacer par des images préfabriquées, préconçues, que l'on retrouve dans de très nombreux domaines, y compris parfois les plus intimes et dans des domaines qui font énormément parler aujourd'hui. Mais par exemple, le rôle de la pornographie, c'est exactement ça. Ce sont des images préfabriquées qui s'imposent, qui empêchent l'imaginaire, disons érotique, dont la littérature se fait porteuse également, et qui
impose des rapports entre les êtres qui, on le voit bien, aujourd'hui sont un véritable problème. Parce que ça impose une forme de brutalité. Alors même que l'image peut se montrer extrêmement riche, évidemment, c'est-à-dire féconde. Et tout à l'heure, on parlait de l'image mémorielle ou testamentaire. Ben oui, une image, puisqu'elle passe par le prisme de notre cerveau, qui stocke absolument tout, rencontre, sitôt qu'elle est stockée, d'autres images et entretient avec les autres images des rapports extrêmement complexes, volontaires, pas volontaires, selon les analyses encore une fois de Bergson sur la mémoire. Donc l'image, l'imago, vraiment la forme que prend un signe d'un point de vue visible, mais c'est un peu comme la formule de Hugo qui dit que la forme, c'est le fond remonté à la surface. Bon, cette forme, imago, c'est parfois le fond qui remonte à la surface et il y a une véritable richesse, une grande intériorité de certaines images. Tout l'art s'en fait le témoin. Justement, pour revenir sur ça, tu parlais tout à l'heure de l'image et du rapport entre les êtres. Évidemment, quand on pense à l'image, on pense aussi à l'image de soi. Et bon, on peut certainement très vite penser à Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant en 43 qui nous disait qu'on reconnaît comme autrui nous voit et que c'est pour ça que autrui est le médiateur entre moi et moi-même. Est-ce que finalement, il y a un réel intérêt à penser l'image de soi à travers autrui? Est-ce que finalement, l'image de soi n'est-elle pas qu'une image en soi? Alors, même si c'était déjà même si c'est seulement une image en soi, c'est déjà une image. Et ce qui vaut la peine d'être étudié. Je crois que la question de l'image de soi est une question éminemment complexe, mais vraiment très très complexe. Parce que cette image de soi, pour faire un peu simple, si on y réfléchit, cette image de soi, c'est à la fois l'image que l'on se forge, c'est l'image que les autres se forgent de nous, parfois à contre nous. Et puis c'est également l'image que l'on s'imagine que les autres se font de nous. Donc il y a plusieurs degrés sur cette image de soi, et tout est une question de regard. De regard que l'on porte sur les autres, de regard que l'on traque chez les autres sur nous, et du regard que l'on porte sur soi-même. Donc évidemment, tout cela a trait à la phénoménologie, bien sûr, tu évoquais Sartre, mais Sartre versus Merleau-Ponty, par exemple. Et là, il y aura quelque chose de très intéressant pendant l'année à aller creuser. C'est une question phénoménologique, c'est une question épistémologique, c'est même une question d'herméneutique, c'est-à-dire que ça interpelle quand même des signes extrêmement complexes qu'il s'agit d'interpréter. Et puis pour tout dire, c'est une question totalement ontologique, ça touche à l'être. Nous sommes des images, et il suffit de voir la révolution qu'a représentée l'apparition du miroir, et notamment du miroir de plein pied au XVIIIe siècle, pour se rendre compte que là, il y a quelque chose quand même qui a touché à l'image que l'on se fait de soi. Pour une fois, on pouvait se regarder, se mettre en image. Et puis, être visible, c'est une vraie question que les Grecs se posent. Enfin, chez les Grecs, voir, c'est à la fois savoir. Il y a évidemment un point là de jonction important, mais c'est également être. Quand il y a la fameuse Nécuia dans l'Odyssée d'Ulysse qui descend et qui retrouve, qui fait revenir à l'image Achille, il s'agit de lui donner une image, une forme, grâce à de la farine, tout ça. Bon, il y a une espèce de fantôme qui apparaît. Non, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, le fait de ne plus être visible chez les Grecs, c'est être mort, tout simplement. C'est être invisible, et être invisible, c'est véritablement être mort. Il y a le risque, en réalité, quand on pose cette question, d'être également absorbé par une image, de n'être plus qu'une image. Et cette absorption par l'image que l'on renvoie à autrui ou qu'autrui nous renvoie est une question extrêmement importante. Et d'autant plus importante qu'évidemment, qui dit image dit reflet, et qui dit reflet dit réflexion, alors au sens optique du terme, évidemment, mais au sens intellectuel également. L'image renvoie à une réflexion dans les deux sens du terme. Exactement, et c'est ce qui est aussi intéressant et très
profond sur ce thème à travers l'image de soi. C'est à quel point finalement l'image de soi est une conception personnelle qui est essentielle et à la fois qu'elle est aussi dictée par un rapport à autrui qui semble très superficiel aussi, puisqu'autrui ne connaît que ce qu'on laisse transparaître aussi. Et oui, oui, il y a quelque chose, et si on veut continuer à jouer un peu sur les mots, même si ce ne sont pas des jeux, en fait ce sont des liens qui se tissent, mais de fait, il y a quelque chose de spéculaire dans l'image, c'est-à-dire de l'ordre du reflet, mais il y a nécessairement, à travers cet aspect spéculaire, quelque chose de spéculatif qu'il va falloir envisager pendant cette année. Super, merci. Pour les prémices du thème de l'image, ça me semble très intéressant déjà pour aider les étudiants dès cet été à progresser. Comme tu le disais tout à l'heure, tu es aussi correcteur et concepteur. Est-ce que tu as peut-être un petit mot par rapport aux copies de 2024, que ce soit les copies que tu as pu corriger en ECG ou en ECT ? Alors, je vais commencer par les ECT, parce que sur les ECT, j'ai vraiment un satisfecit à accorder aux étudiants et à leurs enseignants, qui ont fait un très gros travail pour cette épreuve qui n'a que 2 ans finalement, conçue par Audencia, mais qui a d'ores et déjà porté ses fruits. Et c'est un écho que j'ai eu de la part de l'équipe correctrice qui m'entoure, à savoir que les nombreux conseils que l'on a pu donner ont été appliqués quasiment à la lettre. C'est-à-dire que si les années précédentes, on pouvait avoir de temps en temps, plus souvent qu'on ne l'aurait souhaité, des copies un peu pauvres qui ressemblaient à une espèce de discussion de comptoir où il s'agissait de remplir 3 ou 4 pages en n'apportant pas grand-chose sur le sujet. Là, il y a eu une vraie prise en compte du sujet qui avait été proposé, une tentative souvent fructueuse de problématisation, et alors surtout, au-delà de la structure qui aujourd'hui est quasiment respectée, une intro, 3 parties avec des paragraphes, une conclusion, tout ça, mais même des transitions, on a de vraies copies de culture générale, c'est-à-dire que tous les paragraphes, alors plus ou moins bien, mais ça c'est pas grave, au moins c'est la démarche, tous les paragraphes sont illustrés d'une référence. Okay. Qui n'est pas qu'une citation, d'une référence. Donc cela, franchement, grand satisfecit, continuez, vraiment jeunes gens, à travailler ainsi, parce que vous nous apportez même beaucoup de plaisir. Il y a eu de très belles copies en ECT qui ne peuvent que nous ravir. Pour les ECG, le sujet avait été conçu pour déstabiliser, pour empêcher des choses prémâchés, préconçus, qui finalement stérilisent complètement la pensée et sont, comme j'ai l'habitude de le répéter, des espèces d'arnaques au concours. S'il y a bien un moment dans la vie où on peut prendre 4 heures pour réfléchir honnêtement face à soi-même et à sa propre culture, à un sujet, c'est bien l'épreuve de dissertation de culture générale. C'est clair. Donc, ces 4 heures-là sont précieuses, où il s'agit de ne pas mentir au correcteur. Il ne s'agit de surtout pas se mentir, ce qui est peut-être la chose la plus grave qui soit, je crois, au prétexte qu'il nous faut absolument de bonnes notes. Or, là, le sujet a été conçu de telle manière que les paragraphes tout cuits, les plans parfaits, etc., n'ont pas pu fonctionner, ça ne fonctionnait pas. Et quand on en a pu trouver quelques échos, eh bien, ça tombait à côté, donc tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Ce qui a permis de valoriser des personnes qui avaient accepté le défi de véritablement réfléchir. Elles ont osé réfléchir, hein, selon la vieille doctrine du 18e, elles ont osé faire usage de leur entendement. Parfait, Kant devait être très très heureux, et donc on a eu alors de très très belles copies, ça c'est clair, et puis on en a eu alors un peu trop nombreuses qui ont reculé devant l'obstacle. C'est-à-dire qu'elles se sont dit « Oh là là, mais c'est quoi ce sujet à plusieurs niveaux ?» comme une fusée, il y a des niveaux qui peuvent se détacher. Certains ont décidé de tout lâcher dès le premier niveau et se sont contentés d'illustrations, de choses, ancrant le sujet qui, spontanément quand même, soit sage, au ma violence, interrogeait le caractère subjectif et demandait à ce que
on s'interroge sur sa propre violence et un rapport à soi-même finalement et à sa connaissance, eh bien on fait du sujet contre toute attente un sujet politique parce que ça ressemblait à peu près à quelque chose qui avait dû être traité pendant l'année, et puis voilà, terminé. Donc non, là ce n'était juste pas possible. Donc je le répète, ces copies doivent absolument accepter le défi de réfléchir, la bonne note, puisque évidemment, je n'oublie pas qu'on est dans un concours et que l'important, c'est quand même la bonne note. Bien sûr. Eh bien, cette bonne note, elle ne pourra arriver que si, et c'est la consigne que l'on passe à tous les correcteurs, que si on a des personnes qui acceptent de réfléchir, quitte à ce que la forme soit un peu moins bonne, mais qui acceptent de réfléchir, qui osent réfléchir, qui ont une culture personnel et pas quelque chose que l'on trouverait répété à l'envi ici et là, toujours de la même façon. Donc, qui ont une culture vraiment personnelle, qui se sont appropriés quelque chose, bref, qui sont des candidats qui méritent d'avoir le meilleur, tout simplement parce que ces candidats et ces candidates ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est exactement ce que l'on souhaite. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit tout au long de l'année, c'est que finalement, ce qui compte, c'est de traiter le sujet dans sa spécificité, c'est de respecter aussi le sujet en lui-même. Si un concepteur choisit un sujet plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a une raison. Et ici, le homme à violence était volontairement souligné et à analyser, évidemment. Pour ce qui est de ma part sur le sujet ECT, je l'ai trouvé plus difficile de base. Et je pense que c'est aussi peut-être ça qui a fait que des copies ECT sont peut-être plus profondes. Et je trouve que la dynamique est très belle en ECT. Pour le sujet, ça veut ma violence, tu connais mon point de vue là-dessus. J'en ai même fait une vidéo tellement j'ai aimé le sujet. Donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Mission Prépa, évidemment. En tout cas, sur ça, on est super content si on voit une nouvelle ère d'un point de vue ECT. Et continuons de lutter contre les arguments préfabriqués et appris par cœur, puisque ça va à l'encontre de ce qu'on aime en culture générale. Oui, je rajoute juste une chose, parce que les sujets sont fabriqués par des concepteurs. Mais ce que souvent les candidats et les candidates oublient, et même certains enseignants, je crois, parfois, c'est que le choix du sujet revient aux écoles conceptrices, et que ce sont elles qui choisissent. Et que très clairement, le mot d'ordre, à Audencia tout particulièrement, à HECEM Lyon aussi, bien entendu, ça, on travaille exactement selon la même dynamique, c'est que les sujets soient challengeants, c'est-à-dire qu'ils poussent véritablement les candidats à réfléchir, que ce soit des sujets discriminants entre ceux qui osent réfléchir et puis ceux qui sont juste dans le récitatif, et ce sont des sujets à plusieurs niveaux de compréhension qui permettent assez naturellement de distinguer les différents types de profils, et il en faut pour tous les goûts. Moi, je ne hiérarchise pas selon le mieux ou le moins bien. Il y a des types de profils, et bien il s'agit de les identifier pour savoir où ces mêmes personnes pourront légitimement et logiquement aller. C'est clair. Et pour terminer là-dessus, le plus important, en tout cas à mon avis, c'est quand même la prise de recul sur un thème. C'est quelque chose qui est trop souvent un peu abandonné, parfois même par les professeurs, malheureusement. Mais vraiment comprendre pourquoi un thème est posé chaque année, c'est vraiment la base en réalité. C'est ce qui permet de pouvoir disserter réellement et personnellement sur un sujet. Oui, c'est le grand intérêt de ce thème annuel qui offre 7 mois de réflexion, de prise de recul. On se rend compte que les dissertations de début d'année sont souvent récitatives parce qu'on n'a pas le recul, on n'a même pas les connaissances en général. Donc ça, c'est absolument normal. Et que petit à petit, les choses se creusent, s'enrichissent, germent. La culture, c'est un peu comme l'agriculture. Il faut du temps, il faut mettre des graines, il faut arroser régulièrement, laisser pousser. Ensuite, on pourra récolter les fruits. Donc il faut ce temps-là. Nickel. En tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo introductive sur le thème de l'image. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot pour les préparationnaires qui rentrent en deuxième année cette année et qui vont se confronter à ce thème ? C'est toujours le même conseil, en fait. D'abord, faites confiance à vos enseignants. Ça me semble extrêmement important. Écoutez-les, parce que vos enseignants ont une façon d'appréhender les choses qui mérite d'être évidemment entendue. Ils vont apporter des éléments qui sont extrêmement précieux. Mais un cours ne peut pas être le lieu de tout l'apprentissage. Donc il faut accepter d'aller voir à droite, à gauche, confronter, tenter pendant l'année, à l'occasion des exercices dissertatifs, des choses. Et puis si l'enseignant dit bah non, ça ne peut pas marcher, alors ok, on ramasse, et puis on réessayera autre chose une autre fois.
Mais écoutez, écoutez les conseils, écoutez tout ce qui vous est dit à l'extérieur, écoutez Mission Prépa, parce que tout cela, ce sont des aides complémentaires en réalité. La récitation d'un cours qui serait, enfin, quelle que soit la qualité du cours, un cours ne pourra pas suffire parce que une dissertation ou une pensée, c'est la rencontre entre quelque chose qui nous a apporté des éléments, qui nous a enrichis, qui nous a éblouis parfois, et puis c'est la rencontre également avec d'autres éléments extérieurs et avec soi-même. S'il n'y a pas cette rencontre, s'il y a juste le fait d'assimiler et recracher, ça ne servira absolument à rien. Donc le conseil, c'est écoutez, suivez les conseils de vos enseignants, et puis lisez pour vous, regardez, l'image là pour le coup offre un spectre d'illustration absolument considérable, émerveillez-vous et acceptez de réfléchir, de consacrer le temps qu'il faut à la culture générale, parce qu'en effet, il faut que cela mûrisse, il faut que cela prenne le temps de mûrir. C'est clair, et pour terminer là-dessus, prenez le temps de réfléchir, évidemment, et prenez le temps de faire des sujets. Moi, je trouve ça super important aussi de se confronter à la difficulté des sujets, et peut-être faire plus de sujets, au moins essayer d'y réfléchir 5, 10, 15, 20, 30 minutes, mais prendre le temps de se confronter à une panoplie de sujets pour avoir un peu du recul sur le thème. Je ne saurais mieux dire. En tout cas, merci beaucoup Frédéric, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Plaisir on se partagé. retrouve pour de nouvelles vidéos ensemble. Avec plaisir.